Bonsoir à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 7-8 Sport. Le magazine est consacré, comme vous le savez, à l'actualité sportive dans le département. C'est parti pour le sommaire. Cyclisme, la finale de la Coupe d'hiver était programmée ce dimanche 27 janvier au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Plus de 130 cyclistes sont venus de la région pour participer à l'événement et notamment des féminines. Plus de détails dans ce magazine. E-Sport, pour la deuxième année consécutive, un tournoi de sport électronique était organisé à l'hôtel de ville de Versailles. Des dizaines de joueurs professionnels ou amateurs se sont affrontés sur le jeu de cartes virtuelles Hearthstone. Reportage à suivre. Automobile, l'Yvelinois Tristan Couedel a réussi à terminer la course Africa Eco Race, un rallye dans le désert africain. Il reviendra sur son expérience dans ce magazine. L'actualité sportive de la semaine, c'est maintenant sur TV78. Mais avant de développer ces titres, on commence par une mauvaise nouvelle pour le monde de l'équitation. Le Jumping International de Versailles est officiellement annulé. Le concours de saut d'obstacles 5 étoiles devait avoir lieu au mois d'avril dans les écuries en face du château. Organisé une première fois en 2017 puis annulé en 2018 faute de date disponible. Les organisateurs ont cette fois-ci évoqué une conjoncture actuelle compliquée. L'événement est donc reporté à l'année prochaine si tous les éléments sont réunis. En 2017, le rendez-vous avait permis d'attirer les meilleurs cavaliers mondiaux. On continue par du cyclisme. La finale de la Coupe d'hiver était programmée ce dimanche au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. L'occasion de regrouper les meilleurs cyclistes venus de la région Île-de-France et notamment des féminines. Un reportage signé Xavier Janin. Troisième finale de la Coupe d'hiver au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. La compétition regroupait cette année 8 clubs franciliens de la catégorie minime aux élites. L'événement est en pleine expansion. Il est passé de 90 à plus de 130 participants depuis sa création. Ça fait partie des objectifs de beaucoup de coureurs et de beaucoup de pistards. Et cette Coupe d'hiver fait partie d'une très bonne préparation. Et pour certains, ils vont attaquer les épreuves sur route, notamment les coureurs d'endurance vont attaquer les épreuves sur route dans un mois. Et donc c'est une excellente préparation à la piste. Parmi ces coureurs présents, on retrouvait 24 féminines sur la piste, une première pour l'événement. Marine Cloarec du club de Puteaux n'a pas hésité à participer à ce rendez-vous au Vélodrome national pour promouvoir le cyclisme sur piste féminin. Ça nous permet de nous mettre en avant et de voir que le cyclisme féminin est en progression par rapport aux années précédentes. Ça permet aux gens de voir que le cyclisme féminin sur piste, surtout aussi pour montrer qu'il y a des filles à faire de la piste et que voilà, on a quand même un niveau et qu'on a notre place dans le cyclisme sur piste. Une nouvelle édition devrait être organisée l'année prochaine. Des manches supplémentaires pourraient être ajoutées. Objectif, pérenniser l'événement dans le temps. Un mot de handball à présent dans le championnat de National 3. Plaisir s'offre une bouffée d'oxygène. À la lutte pour le maintien, les Plaisirois se sont largement imposés face à Thionville-Moselle ce dimanche à domicile. Le score 33-24. Au classement, Plaisir sort de la zone de relégation avec 2 points d'avance sur son adversaire du jour qui est également le premier relégable. Toujours en handball dans le championnat de National 2 féminin, rien n'arrête Montigny-le-Bretonneux. Les filles de Denis Cholet se sont imposées pour la 3e fois consécutive en 2019. Leur victime du jour, Stella Sport Saint-Maur. Le score est lui sans appel, 24-18 pour les Ignes-Montaigne. Un résultat qui permet à Montigny-le-Bretonneux de s'emparer de la 7e place et de revenir à 4 points du podium. Si on a pu jouer dans les gymnases, c'était beaucoup plus compliqué sur les terrains de football. Une grande partie des rencontres ont été reportées. On a tout de même joué en première division de district du côté de Guyancourt. Les Guyancourtois se sont d'ailleurs imposés à domicile 3-1 face aux Chénais ce dimanche. Cette victoire leur permet de s'emparer de la première place du championnat après 12 journées à disputer. Il y avait également du rugby ce dimanche. Plaisir s'est incliné dans le championnat de Fédéral 2. Leur bourreau du jour, le RC Beauvais 15. Les Plaisirois ont été battus 30-7 sur leur terrain face à un poids lourd du championnat. Au classement, le PRC reste tout de même à 5 points de la zone de relégation et peut espérer se maintenir en fin de saison. On prend maintenant la direction de Versailles. Pour la 2e année consécutive, un tournoi de e-sport du sport électronique était organisé à l'hôtel de ville de la commune. Des dizaines de joueurs professionnels ou amateurs se sont affrontés sur le jeu de cartes virtuel Hearthstone. Des images de Nicolas Dandry. Des écrans, des parties qui se jouent à la dernière seconde. Bienvenue sur un tournoi de e-sport sur le jeu Hearthstone. Un rendez-vous organisé à l'hôtel de ville de Versailles. Ce jeu est considéré aujourd'hui comme un sport à part entière. C'est un jeu de cartes, donc ça va se rapprocher plutôt des échecs, je dirais. Il y a des jeux vidéo qui sont beaucoup plus dynamiques, beaucoup plus basés sur la rapidité. Là, on est sur vraiment un jeu de réflexion, qui est donc un jeu créé de l'univers de World of Warcraft, qui parlera peut-être plus
au grand public. Et le but, ça va être, avec son deck, donc sa bibliothèque de cartes, de 30 cartes, d'être le premier à réussir à détruire son adversaire. Ce jeu a également ses champions. Dans ce tournoi versailles. On pouvait trouver Michael Loz alias Maverick, l'un des meilleurs joueurs français en activité. Il s'est lancé dans la discipline il y a 4 ans comme un athlète de haut niveau. J'aime pas vraiment l'appeler sport, mais il y a beaucoup de similitudes, c'est-à-dire qu'on s'entraîne beaucoup, on analyse nos matchs, être capable d'être concentré tout le long d'un match et même de plusieurs matchs quand on doit en jouer plusieurs sur une journée, c'est pas toujours quelque chose de facile, même bien boire entre les matchs, etc. C'est des réflexes que tout le monde n'a pas et qui sont très importants quand on veut faire la différence au tout haut niveau. Et comme pour tout sport de haut niveau, cette discipline a de nombreux fans. Certains étaient présents à l'hôtel de ville de Versailles. En fait, comme c'est aussi des gens qu'on rencontre, qu'on peut voir à l'ordinateur sur Twitch en streaming, on a un peu de compétition avec eux, parce qu'on connaît un peu leurs histoires, leurs anecdotes qu'ils racontent, etc. Et donc c'est vraiment sympa de les voir aussi en vrai à la mairie de Versailles comme aujourd'hui. Au total, le rendez-vous a réuni encore cette année plus de 500 passionnés. Une nouvelle édition devrait être organisée l'année prochaine. On ouvre maintenant une page sport automobile. Nous vous avions promis qu'il reviendrait sur ce plateau s'il arrivait à terminer l'Africa Eco Race, un rallye automobile en Afrique. Et c'est ce qu'il a réussi à faire. Le pilote Tristan Quedel de la petite ville de Blaru nous fait l'honneur de revenir sur ce plateau. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Alors j'imagine que vous êtes très heureux d'avoir terminé cette course. Beaucoup de bonheur, beaucoup d'émotions. On commence à digérer un petit peu avec mon copilote, mais c'est vrai que voilà, ça a été d'une intensité, et, à la fois en termes d'investissement pendant la course, parce que ça a été difficile, mais ça on s'y attendait. Et puis aussi le bonheur absolu d'être enfin à l'arrivée, et voilà, dans de bonnes conditions, donc c'était super. Votre aventure s'est passée comment ? Plutôt bien ? Finalement ? Alors oui, bien, en fait l'arrivée à Dakar sur la plage fait tout oublier. Après les jours ont été longs, intenses, on a fini beaucoup de spéciales de nuit et pour résumer un petit peu, on passait entre 10 et 11 heures par jour dans la voiture et entre 3 et 6 heures sous la voiture en arrivant au bivouac, puisque comme on était parti sans assistance, nous faisions nous-mêmes notre mécanique, quoi. Voilà. Vous n'étiez pas au même niveau que les têtes d'affiche ? Ah non, bien sûr, mais bon, ça a un impact un petit peu sur toute la journée, puisque finalement, on sait aussi que les secondes qu'on peut gagner dans le désert, on risque de les perdre le soir. Donc en fait, c'est aussi une balance et on essaye de conduire entre guillemets intelligemment. Comment avez-vous trouvé le tracé ? Absolument génial, on s'est régalé. Je croyais connaître tous les paysages du Maroc, c'était très présomptueux parce qu'on a vu des choses extraordinaires. Vous avez commencé à haïr le sable à la fin ? Non, parce qu'on a eu beaucoup de chance dans le sable en lui-même, dans les dunes. Notre voiture était exceptionnelle. On a plus payé sur de la piste, sur des endroits avec beaucoup de poussière et des parcours très très longs, 620 km dans le désert. C'est long, c'est dur, mais voilà, ça s'est terminé. Quelle est la plus grosse difficulté que vous ayez rencontrée dans ces dunes ? Mauritanie, notamment une spéciale qui était d'une longueur incroyable. On a fini 2 nuits dans les dunes avec des dunes qui étaient cassantes, donc on ne sait jamais trop ce qui se passe. Et la voiture, en fait, après avoir franchi la dune, tombe quasiment à la verticale. Et ça, avec la nuit, la rampe de phare, on finissait par se demander où on était, quoi. C'était assez surréaliste, en fait. Alors vous avez terminé 21e au général. Est-ce que c'est un résultat inattendu ? Vous Oui, l'aviez dit ici sur ce plateau que vous vouliez juste participer à l'événement. Finalement, vous terminez 21e. Exactement, parce qu'en fait, de par le travail de mon copilote aussi très assidu, on a eu tous les waypoints, on n'a jamais été aidé par quiconque, on a fini toutes nos spéciales, du coup, par l'absence absolue de pénalité. Du coup, petit à petit, au fil des jours, nous remontions au classement et on finit 10e automobile et premier de notre catégorie. C'était pas du tout une volonté de notre part, c'est véritablement le jeu de la régularité qui a payé, en fait. La voiture était au point ? Ou est-ce qu'il aurait fallu travailler encore un petit peu dessus ? Alors je vous l'avais évoqué, j'avais quelques doutes. On a fini de la mettre au point, y compris parfois sur la piste, puisqu'on a perdu aussi du temps. On a eu pas mal d'ennuis mécaniques sur la piste. Mais on avait pris beaucoup d'outils. On avait quasiment 80 kilos de matériel embarqué, ce qui ne se fait pas normalement dans une voiture de course. Mais c'est vrai que ça nous a permis justement de terminer toutes nos spéciales et du coup de ne pas prendre de pénalité. Donc au final de faire un bon résultat. Il y a un moment où vous étiez sur le point d'abandonner ? Ou pas du tout ? On a eu des vous avez moments... été serein toute la course ? Serein, non. Il y a 3 fois où réellement on s'est dit que c'était la fin, et notamment le premier soir où heureusement une équipe d'Anglais nous ont donné un coup de main incroyable. Ils nous ont fabriqué une pièce entre minuit et 2 heures du matin, ce
qui nous a permis le lendemain de repartir parce que très honnêtement, là, on n'avait pas de solution en interne. Et donc, c'est une équipe clin d'œil qu'on a beaucoup aidé après dans le sable puisque leur équipage avait des problèmes à passer dans le sable. Donc, on les a tractés au moins 7 ou 8 fois. Et donc, on a pu enfin leur rendre l'appareil. Mais c'est grâce à eux aussi qu'on a pu terminer la course, quoi. Il faut avoir l'esprit d'équipe pour participer à ce genre d'aventure. Nous, on est parti dans cette logique du Dakar tel qu'il nous a hanté et qui nous a fait rêver pendant des années, et on l'a vécu comme ça. On a aidé certains de nos concurrents qui auraient pu nous prendre notre première place dans notre catégorie. On l'a fait, on l'a vécu pleinement de notre Dakar. On s'est régalé et voilà, beaucoup d'émotions à l'arrivée. C'était juste génial, quoi. Vous aviez participé au Dakar il y a 20 ans. Vous aviez abandonné. Là, finalement, 20 ans après, c'est un beau clin d'œil. Oui, c'était extraordinaire parce que j'avais vécu cette aventure, moi, il y a 20 ans, un peu durement parce que voilà, je m'étais investi beaucoup quand j'étais 20 ans plus jeune, donc j'avais toute cette fougue et ça avait été une vraie déception. Et là, c'est extraordinaire. Sur la plage de Dakar, j'ai appelé la personne avec qui je l'avais fait il y a 20 ans. Et voilà, je lui ai dit, voilà, on y est. Et mon associé et ami et copilote avait eu lui aussi une aventure il y a 20 ans dans le désert, dans ces mêmes pays. Et donc, il y avait toute une symbolique qui était extra aussi en plus. Est-ce que justement cette expérience vous a permis de terminer cette fois-ci ? Oui, on a beaucoup progressé. On a mis en place ensemble. D'habitude, vous perdiez dans les premiers jours de compétition. Oui, et là, c'est vrai que petit à petit, on a installé des choses sérieuses, des rigueurs de fonctionnement, des routines. Quand on se perdait, notamment, parce que les épreuves de navigation sont difficiles aussi, et mon copilote a remarquablement bien navigué. Mais voilà, quand on avait des moments de doute, on a appris à travailler ensemble, à s'arrêter, refaire un point, repartir. Et c'est difficile quand on est en course parce que on a cette excitation, et au contraire, c'est l'hyper-lucidité qui fait qu'on arrive au bout dans de bonnes conditions. Qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé pendant ce périple ? Probablement des paysages, que ce soit au Maroc ou en Mauritanie, le passage de la frontière qui est absolument surréaliste, où vous avez vécu pendant 5 jours dans un désert excessivement sec qu'est la Mauritanie. Là, vous franchissez le fleuve Sénégal et vous arrivez au Sénégal, et là tout change. On a l'impression que voilà, l'eau c'est la vie, et ce passage-là de frontière était impressionnant, quoi. Quels sont vos prochains objectifs, Tristan ? Est-ce que vous voulez repartir sur l'Africa Eco Race ou peut-être le Dakar ? C'est tout l'enjeu. Très honnêtement, on y réfléchit, mais voilà, cette expérience nous a galvanisés et on veut aller au bout d'autres rêves. Donc voilà, on est en train de se mettre d'accord sur nos futurs projets. Voilà. Le prochain Dakar, c'est possible ? Ça pourrait effectivement être une possibilité parce qu'on a quand même eu ces 2 échecs quelque part, 2015-2017, et en ayant progressé comme on l'a fait, je pense que nos chances sont plus grandes, même si cette course est peut-être encore un peu plus dure de par la période où, après ces 600 km de désert, on doit en général effectuer 3 à 4 heures de route pour rejoindre le bivouac, et c'est peut-être ce rythme-là qui serait encore plus compliqué à suivre, mais à voir. Voilà, en tout cas. Avec la même voiture ? Avec la même voiture qui va finir par être fiable à force de travailler dessus, et avec laquelle finalement on a vécu une aventure extraordinaire. Voilà. Merci à vous, Tristan, d'être passé sur ce plateau. On suivra avec attention vos prochaines aventures et vous reviendrez, j'en suis sûr, ici pour commenter vos prochaines courses. Merci à vous pour votre intérêt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, Tristan. Au revoir. Un mot de golf à présent. La Fédération française a annoncé vouloir créer un pôle élite pour les meilleurs jeunes golfeurs de France à l'horizon 2020. Pour cela, un lieu a été ciblé, le Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. Le projet prévoit notamment une salle de sport, une aire d'entraînement aux petits jeux ainsi qu'un centre d'accueil pour 30 à 40 golfeurs. Coût total de l'opération, près de 4 millions d'euros. Nous avons joint par téléphone le directeur de la Fédération française de golf, Christophe Mounieza. Il nous explique les objectifs de ce nouveau pôle. C'est de continuer évidemment de tout mettre en œuvre pour permettre à des joueurs français d'intégrer le top 50, le top 30 mondial, et de prétendre aux sélections des futurs Ryder Cup ou Solheim Cup, avec en ligne de mire l'objectif de Paris 2024 et d'essayer évidemment d'aller y chercher une médaille. On va maintenant parler fitness. Kadi Baradji, une habitante de Voisins-le-Bretonneux, est devenue en fin d'année Miss Fitness France 2019 après avoir déjà remporté le titre en 2018. Quel est son secret pour réussir cet exploit ? J'ai pu tester un entraînement intensif avec cette championne qui pratique le sport 30 heures par semaine, courbature garantie. Regardez. Une
session particulière aujourd'hui. Je vais rencontrer Miss Fitness France 2018 et 2019, Kadi Baradji, qui nous vient tout droit de Voisins-le-Bretonneux. Bonjour Kadi, comment on fait pour devenir Miss Fitness France? Pour devenir Miss Fitness France, déjà c'est de l'entraînement. Je m'entraîne beaucoup. Il faut être bon Combien en d'heures cardio, par semaine? à peu près 30 heures par semaine. 30 heures. De cours et d'entraînement. Et donc je fais du cardio et de la musculation. Il faut coupler les deux pour être la Miss Fitness. Il faut avoir un profil assez complet. Et c'est quoi le programme aujourd'hui? Aujourd'hui, je vous ai prévu pas mal de choses. On va tester mon entraînement à moi, mais avant, on va s'échauffer, bien sûr. Bon, c'est parti. Je vais me changer? C'est parti. Et après, on passera aux choses sérieuses. C'est parti. J'ai un peu peur parce que Kadi a l'air surmotivé, en tout cas pour me faire souffrir. On va voir ce que ça donne, mais je suis optimiste. On verra. Il faut pas être cardiaque, il paraît. Il faut pas être cardiaque apparemment, donc C'est un pirate. je ne le suis pas. En mode guerrier. C'est bien. Ça passe. En mode Koh-Lanta. Koh-Lanta, voilà. C'est ça. Bravo. Ça va? Ça déjà va, le cardio, super. Ça commence à monter? Je suis au top. Parfait. Du coup, on va commencer par réchauffer les cuisses. Donc on va faire des squats, simples. Et après, on fera des squats avec saut. J'aime beaucoup le mot simple en tout cas. Squat simple. Tu descends et tu montes. Ça va? Ça va. Ça va. Très bien. Ça fait 3, 4, C'est très perturbant. 5, 6, 7. Ça va pour l'instant? Ça va pour l'instant. 8, Ah, ça commence à aller un peu 9. moins bien. et 10. On va faire un petit peu de pompe. Donc on commence par des pompes ici sur la box. Donc tu vas faire 5. Donc là, c'est le moment que j'appréhende le plus, vraiment dans cette session. Et apparemment, Kadi s'en sort très très bien. Moi j'adore faire des pompes. Ah, c'est pas le cas de tout le monde. Allez. 1. Ouais. 2. 3. 4. Encore une. 4. 5. Et 5. Bien. C'est ce que tu fais tous les jours? Ah oui, tous les jours je fais des pompes, c'est obligé. Combien? Minimum, quand je me réveille, 10. Et puis dans la journée, à chaque fois que j'ai quelques minutes, j'en fais. Oui, évidemment. Sinon on s'ennuie dans une journée si on ne fait pas de pompe. Comme boire de l'eau, comme manger. On saute le repas, on fait des pompes. Yes. Allez, bon. Ouais. 2. Allez. Oui. C'est bien. Ouais. Waouh. Après une séance avec Kadi, on voit que tout de suite, ça porte ses fruits. Voilà. Maintenant, on va dire que j'arrive à faire des tractions assez facilement. Je conseille à tout le monde d'essayer au moins une fois une session d'entraînement avec Kadi Baradji. On passe maintenant à notre page agenda. On va parler voile dans cet agenda. Si vous voulez connaître les sensations d'un skipper pendant un Vendée Globe, ce film peut vous intéresser. Le navigateur versaillais Éric Bellion a présenté jeudi dernier à Versailles son film baptisé Comme un seul homme, qui retrace son parcours en totale immersion. Des images de Patrick Jacques de Dixmude à montage de Jules Grenouville. Il a réalisé le Vendée Globe en 2017 et il veut nous le raconter dans un film intitulé Comme un seul homme. Éric Bellion est avec moi, le Versaillais. Éric, qu'est-ce que ce film raconte ?
C'est l'histoire du Vendée Globe, mais ce qu'on n'a jamais vu en fait. C'est-à-dire que c'est le cheminement intérieur. Le film commence à la première manœuvre et il se termine avant que les premiers Zodiacs arrivent. Donc c'est tout ce qui se passe quand on perd le bateau de vue et jusqu'à ce qu'on le redécouvre. Et donc c'est tout ce cheminement intérieur, le fait d'aller au-delà de sa peur, de se rencontrer. Et j'essaie de le raconter avec le plus de sincérité possible. Donc voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce film est tourné, on n'avait pas le choix, on va le dire, mais à la première personne. Avec une GoPro, je filme à bout de bras et j'essaie d'embarquer le spectateur comme s'il vivait le Vendée Globe avec moi, comme si on faisait le Vendée Globe à deux. Donc c'est assez chouette. Et d'où est venue l'idée de ce film ? Moi, j'avais très envie de raconter justement ce cheminement, puisque ça fait 15 ans que je monte des aventures pour donner envie aux gens de faire quelque chose de différent avec des gens différents. Et je voulais raconter tout ce qui se passe quand on décide de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. La peur, l'envie d'abandon, la fatigue, les risques qu'on prend, et puis après ce qu'on découvre de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire le fait qu'on a des ressources infinies, le fait qu'on peut créer de la confiance avec soi-même, avec les autres, et puis le bonheur, l'état de grâce qu'on peut découvrir après avoir franchi toutes ces étapes. Est-ce qu'il y a des moments forts dans ce film, même si on ne veut pas tout raconter au public ? Eh ben, je crois qu'il y a que des moments très forts, parce que ça, c'est une aventure ultime. Moi, j'avais jamais fait de solitaire avant de partir sur le Vendée Globe, donc tout est une découverte, chaque jour est une aventure, et il y a des moments de colère énormes, il y a des moments de peur énormes, des moments de bonheur extraordinaires. C'est un yo-yo permanent, et surtout, vous en sortez avec l'impression vraiment que vous venez de faire le Vendée Globe. Est-ce qu'il y a des moments où tu as craqué dans cette aventure ? Oui, plusieurs fois j'ai pensé à abandonner, plusieurs fois j'ai craqué parce que pour moi le défi était trop haut et je ne savais pas que j'avais les épaules pour aller le réaliser. Donc plusieurs fois je suis pris de désespoir, mais comme nous tous, quand on affronte un défi qui nous dépasse, il y a des moments de désespoir et là j'en ai vécu plein. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'était ton premier Vendée Globe également. Ah ouais, c'était le premier Vendée Globe, probablement le dernier. Et c'est vrai que tout était une aventure, une découverte. Donc c'était extrêmement riche. Avoir une caméra, filmer au quotidien, ça t'a pas pris trop de temps justement, quand on sait que les manœuvres des fois se jouent au millimètre sur une compétition comme celle-là ? Non, j'ai pas ressenti le fait que ça me prenne trop de temps. C'est vraiment quelque chose que je voulais. Donc c'était pour moi aussi important que bien faire marcher mon bateau. Et puis j'avais des caméras facilement atteignables, donc je pouvais les déclencher quand j'avais quelque chose à dire ou quand je ressentais quelque chose de fort. Je voulais vraiment le communiquer. C'était très important pour moi de le partager au maximum. Comme un seul homme, pourquoi ? C'est un cri de guerre comme un seul homme. On peut tous être différents et agir comme un seul homme. Voilà. C'est également le nom de ton bateau. C'est le nom du bateau, c'est le nom de toutes les aventures que je monte. Et il y a une nouvelle aventure qui arrive qui s'appelle encore Comme un seul homme. L'idée, c'est vraiment de regrouper des hommes et des femmes qui ont décidé d'explorer la différence et de ne pas avoir peur de l'autre. Quel impact tu aimerais que ce film ait auprès du public ? J'aimerais que ce film aide les gens à réaliser la chose qu'ils ont en eux et qu'ils n'osent pas faire. J'aimerais que ce film permette aux gens d'arrêter de se recroqueviller dans l'entre-soi et s'ouvrir à la différence, tout simplement. Il y a un message philosophique derrière ce film ? Ouais, un message philosophique, et j'ai pas peur de le dire, un message politique au sens noble du terme. Dans la peur, il n'y a rien de bon et il ne peut rien se passer de bon avec la peur. Une fois qu'on dépasse la peur, là, on peut se découvrir soi-même et on découvre aussi la relation à l'autre et on devient heureux, on crée et on réussit des choses qu'on ne pouvait pas imaginer. Dans ce film, tu parles que de toi ou tu parles également des autres skippers qui ont participé à l'aventure ? C'est vraiment au plus près de moi. Donc vraiment, je voulais que le spectateur soit témoin de ce cheminement intérieur et puisse se projeter aussi. Moi, je suis un mec lambda, je ne suis pas un athlète de haut niveau. J'ai décidé un jour d'aller partir sur le Vendée Globe parce que c'était un rêve, mais c'était quelque chose d'assez inaccessible. Et je veux vraiment que les spectateurs se disent « je peux faire ça aussi, mon Vendée Globe ». C'est pas forcément cette course-là, ça peut être n'importe quoi, mais je peux le faire. Donc c'est pour ça que je parle très peu de la course. C'est pas un film sur la voile ou sur la course, c'est vraiment un film sur soi, la peur, le dépassement, c'est plutôt ça les thèmes principaux. Tu as participé à la dernière Route du Rhum également, est-ce que tu as réalisé un film là-bas ? Ou est-ce qu'il ne faut pas encore en parler ? Non, j'ai pas réalisé de film, c'était une exploration interne extrêmement forte, parce que j'ai voulu vérifier si ce que j'avais vécu de fabuleux sur le Vendée Globe, je pouvais le vivre en décélérant. Donc j'ai vendu le bateau de course, j'ai acheté une goélette très belle mais très lourde, et j'ai essayé de revivre ce bonheur sur l'eau en allant vraiment nettement moins vite. Ça a été extrêmement difficile, mais c'est arrivé. Et j'ai découvert un bonheur
encore plus durable. Mais je ne l'ai pas raconté en film, je l'ai raconté surtout en texte. Et là, je suis en train d'écrire un livre. Donc aujourd'hui, on est à Versailles, au Cyrano de Versailles. Qu'est-ce que ça te fait ? Le Cyrano, c'est le cinéma de mon enfance. Donc c'est là où j'ai vu mes premiers films. C'est là où j'ai eu mon premier baiser d'adolescent. Donc c'est un endroit très spécial pour moi. Je suis très très heureux et très fier de montrer le film ici. Tu voulais absolument qu'il passe ici en avant-première ? Ah oui, c'était très important pour moi. Quel est l'avenir pour ce film, sorti le 13 février, c'est ça ? Voilà, il sort le 13 février. Là, on parcourt la France pour faire des avant-premières. Et puis, on va bien voir comment il est reçu par les spectateurs. J'espère qu'il y a un bouche à oreille qui va se mettre en place et que les gens vont avoir envie d'aller voir ce film. Mais je ne sais pas, j'espère. Je fais tout pour, en tout cas. Merci beaucoup, Éric Bellion. Comme un seul homme sortira le 13 février prochain dans les salles. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée sur TV78.